Bonsoir à tous. Il est 18h01 et c'est un immense plaisir que de vous accueillir tous à ce webinaire spécial en langue française de l'Académie internationale d'hématologie clinique et dédié à la situation à l'actualité des conditionnements de greffe. Et je crois qu'on va focaliser sur la partie allogreffe. À la rigueur, s'il y a des questions sur l'autogreffe, pourquoi pas. Je m'appelle Mohamed Mouti, je suis professeur d'hématologie à l'hôpital Saint-Antoine, Sorbonne Université à Paris. Et puis, j'ai l'immense plaisir et honneur de modérer ce webinaire, comme on dit, comme vous voulez, en compagnie de collègues et amis, à savoir le docteur Anne Youn de Toulouse, le docteur Devilliers de Marseille, le docteur Chevalier de Nantes, le docteur Mallard de Paris, et last but not least, bien sûr, le docteur Fourcade de Bordeaux. Et alors, des fois, on se demande quand même pourquoi répéter et parler des mêmes choses en permanence. Mais en réalité, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, malgré tous les progrès de l'immunothérapie, des nouvelles petites molécules, l'allogreffe reste quand même le traitement curatif privilégié dans beaucoup d'hémopathies, notamment les hémopathies myéloïdes, qui représentent aujourd'hui chez l'adulte jusqu'à 70% des indications, des leucémies aiguës myéloïdes, des myélodysplasies, des syndromes myéloprolifératifs, notamment une activité qui augmente au niveau des ostéomyélofibroses. Et bien évidemment, si un jour on commence à allogreffer les hémoglobinopathies, l'activité ne fera que augmenter, même si bien sûr on salue les progrès en matière de thérapie génique. Donc voilà, pour les minutes qui suivent, ce panel, on s'est dit qu'on va un peu faire le point sur l'actualité des conditionnements. Alors juste un petit rappel historique. Pour les plus jeunes qui nous suivent, la plupart d'entre nous, là, dans cette réunion, on a été formés avec le fameux BUSAI, busulfan cyclophosphamide, ou encore Andoxon, enfin c'est cyclophosphamide, cyclophosphamide, Andoxon c'est un nom de marque en fait, mais qui était très, très fort, hein, comme quoi la valeur des marques, et irradiation corporelle totale. Ça, c'était les fameux conditionnements myéloablatifs historiques. Et puis, à partir du début des années 2000, est arrivé ce concept qui a fait, je dirais, exploser l'activité d'allogreffe et qui a élargi les options, à savoir les conditionnements dits à intensité réduite, les fameux RIC, Reduced Intensity Conditioning. Alors, pour ceux qui connaissaient bien l'histoire, en réalité, c'était pas RIC au début. On a parlé de mini-greffe. Et puis, bien évidemment, très rapidement, au bout de 1 ou 2 ans, on s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas une si mini-greffe. Certains disaient que c'était mini-greffe, mais maxi-complication, puisque bien évidemment, on s'adressait à des malades très âgés et c'était plus scientifiquement pertinent de parler de conditionnement à intensité réduite. Et puis, bien évidemment, est arrivé le busulfan intraveineux, le thiotépaque était ancien, mais qui a été approuvé entre-temps. Et puis, plus récemment, vous avez vu l'approbation du très haut sulfan, melphalan, qui est utilisé par certains collègues, et ainsi de suite. Donc voilà un peu le contexte historique et il faut quand même admettre qu'aujourd'hui, même si on croit dans le pouvoir immunologique de l'allogreffe, on a quand même besoin d'un bon conditionnement pour que ça prenne. Et puis le conditionnement, il ne faut pas négliger, il permet un contrôle au moins temporaire de la maladie, surtout qu'on s'adresse à des malades de plus en plus agressifs, des situations avancées, des malades réfractaires euh, en attendant le fameux effet GVL, Graft versus Leukemia. Alors, pour commencer le débat, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, je pense que je vais proposer un cas clinique et puis je vais demander à chacun de mes collègues
comment il va aborder. Alors, si ça se fait, il n'y a pas qu'une seule réponse. D'ailleurs, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, je pense, dans ce que l'on fait. Même si certains se moquent des greffeurs en disant qu'il y a plus de conditionnement que de greffeurs en exercice. Mais imaginons, les amis, qu'on a un malade de 60 ans qui n'a pas de comorbidité et chez qui on diagnostique une ostéomyélofibrose et qui a les critères d'être allogreffé. Et puis, ce malade, il a un donneur HLA identique non familial, les fameux MUD. Admettons que c'est le seul type de donneur. Après, on peut varier les plaisirs, les amis, hein. On peut dire, bah, si c'était familial, qu'est-ce que vous faites? Et puis c'est Apple, qu'est-ce que vous faites? Alors, bon, voilà. Alors, je sais pas, Anne, tu veux commencer ladies first ou tu veux utiliser justement ça comme joker pour laisser les autres et attendre la fin, comme tu veux. Je trouve que tu choisis quand même d'emblée la myélofibrose, ce qui est un peu compliqué, Provocateur. provocateur. Je vais donc laisser Bah, mes collègues commencer. je commence par le plus dur. Après, comme ça, là, ça va détendre l'atmosphère et petit à petit, Une myélofibrose enfin, elle est déjà très, elle est évoluée, elle est traitée, bah, oui, elle oui, est oui. En grosse fait, masse. j'ai oublié de te dire, bah, en fait, c'est une thrombocytémie essentielle qui a évolué depuis 30 ans. Et puis là, il a des besoins transfusionnels, donc c'est quelque chose de méchant, on va dire. Bon, je Allez, laisse allez, les donc bon, garçons, à vous. ouais, les garçons. Alors, notre aîné, Patrice, peut-être. Voilà. C'est comme à Oui, c'est l'Assemblée, vrai que c'est pas la... c'est l'aîné de l'Assemblée qui le ouvre le doyen. bal, le doyen. Le doyen. Donc, que proposer à ce monsieur comme conditionnement? Euh, Un il est ou quand même plusieurs à au 60 ans. conditionnement, hein. Oui, Vous 60 m'entendez? ans. Ouais, ouais. Ouais. 60 ans, fit ou pas fit. Bon, la question qui se pose, c'est déjà savoir si on fait un conditionnement myéloablatif ou non myéloablatif chez un patient qui a certes 60 ans, mais qui est fit sans comorbidité. Bon, jusqu'à aujourd'hui, je pense que les études, il n'y a pas eu d'études prospectives comparant ces deux types de conditionnement, mais les études rétrospectives, en tout cas, il me semble, ne montrent pas davantage pour le MAC dans, dans, dans cette situation. Donc, j'irais plutôt vers un RIC, peut-être un RIC renforcé. Euh, euh, donc, s'il faut citer des drogues, bon, aujourd'hui, peut-être le conditionnement dans la myélofibrose, RIC, j'allais dire standard, c'est peut-être l'association fludarabine melphalan ou fludarabine busulfan. Après, il y a des données maintenant avec d'autres associations, fludarabine, busulfan, du thiotepa, le fameux TBF. Et puis, on peut envisager éventuellement de remplacer le busulfan par le tréosulfan pour avoir peut-être moins de toxicité. Donc, bon, je dirais qu'il n'y a pas de conditionnement standard. J'irais plutôt vers du RIC et peut-être aujourd'hui du TTF, tréosulfan, thiotepa, fludarabine. Voilà. Euh, bon. Mais c'est c'est actuellement notre conduite à tenir pour, à Nantes en tout cas. Voilà. Merci Patrice, ça positionne le problème. Cela dit, ça veut dire que, bon, j'espère que tout le monde sera d'accord, bon, à 60 ans, même s'il est fit, on est plutôt dans les conditionnements à intensité ou à toxicité réduite. Et effectivement, là, tu as cité le panel de tout ce qui a pu être essayé, en effet, et qui est utilisé de manière plus ou moins fréquente, à savoir Flubu. La publication de Kroger en 2010, Blood, c'était Flubu ATG dans les myélofibroses, avec le risque de quasiment 10% de non-prise. Je ne sais pas si certains peut-être l'ont oublié. Tu as parlé du Flumel. Alors, moi, j'ai des réserves sur le Flumel, mais on va demander au panel. Tu as cité flutréosulfan, qui est une nouvelle option. Et on peut rajouter un petit zeste, entre guillemets, de thiotepa avec soit TBF, soit TTF. Florent, tu as l'air d'acquiescer avec Patrice. Alors, il est respectueux de ses maîtres, Florent. Donc, Alors, en effet, on commence pas par le plus facile.
Je suis complètement d'accord avec Patrice que chez un patient de cet âge-là, on ira sur un conditionnement à intensité ou du moins à toxicité réduite. Et la problématique pour la myélofibrose, ce sera la prise. Et c'est pour ça que nous, sur une plateforme de conditionnement de type FB, on rajoutera du thiotépage, comme l'a souligné Patrice, pour améliorer la prise de greffe et conditionnement de type T1, TBF, avec un jour de thiotépa pour pas majorer la toxicité et 2 jours de busulfan. Après, la question du thiosulfan se pose en effet comme une alternative au busulfan. Mais c'est que pour le moment, nous, on n'a pas encore suffisamment d'expérience pour pouvoir avoir switché sur nos conditionnements de myélofibrose. Et puis, on a quand même des bons résultats avec ce conditionnement TBF, ce qui nous dit, voilà, quand on a quand même une pathologie qui est difficile à greffer avec des bons résultats, on a besoin d'avoir un peu plus d'arguments avant de changer une équipe qui est plutôt pas si mauvaise que ça. Si on veut complexifier la question, c'est la question de la place du ruxolitinib dans la prise en charge de ces patients. Donc, on sait voilà, à quel moment arrêter le ruxolitinib. Est-ce qu'on l'arrête avant le début du conditionnement? Est-ce qu'on le poursuit? Et puis, il y a également des données maintenant avec des prophylaxies de la GVH avec une poursuite du ruxolitinib, sur lequel ce n'est pas du tout dans les pratiques standards en France, mais ça fait partie des questions ouvertes pour les prochaines années. Merci Florent. Alors, on va aborder la prophylaxie et le ruxo, mais on va pour l'instant se focaliser effectivement. C'est Alors, vu qu'on était sur la myélofibrose que je voulais bien sûr, bien sûr, c'est bien d'autant sûr. plus pertinent. Alors après, bon, juste une petite remarque, une subtilité, puisqu'on débat busulfan, triosulfan. Certains pourraient dire bonnet blanc, blanc bonnet. C'est pas tout à fait. On sait que le triosulfan est plus immunosuppresseur en fait que le busulfan. C'est pour ça qu'il est très populaire en fait dans les maladies génétiques, hein. Chez l'enfant, nos collègues pédiatres, ils utilisent beaucoup de triosulfan. Euh, et dans une maladie qui n'est pas très traitée, où la problématique de la prise, ça peut être une option intéressante. Et dans tous les cas, le rajout du thiotépa, en tout cas une petite dose, peut être intéressant. Alors, quelle est la situation à Marseille, Régnier? Tu ferais quoi? Alors effectivement, c'est un dossier compliqué. Je pense que, comme ça a bien été dit déjà par mes collègues, il n'y a pas vraiment de traitement standard bien identifié. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on ferait du RIC. Juste avant de rentrer dans les détails, je pense qu'effectivement, la myelofibrose, le gros problème, c'est qu'on est dans une situation qui cristallise toutes les problématiques anticipées de la greffe à son maximum. On a les patients qui ont des maladies graves au risque de rechute, pour qui on a envie d'intensifier. Mais c'est aussi des malades qui arrivent de facto pas en rémission à la greffe, comme avec des leucémies aiguës, et qui sont à très haut risque de toxicité. Il faut quand même qu'on garde en tête que dans les grandes séries, certes rétrospectives, mais sur des nombreux patients, notamment au sein de l'EBMT, on a quand même du mal à dépasser les 50% de survie globale à 5 ans pour ces malades-là, quels que soient les types de conditionnement, donneurs, etc. Ce qui montre qu'on a quand même encore de la marge sur notamment la toxicité chez ces patients. Et donc, forcément, on a d'un côté envie de réduire les tox au maximum en diminuant l'intensité du conditionnement, mais on est clairement limité par la prise et la gravité de la maladie. Donc, du coup, on a envie d'utiliser des agents alkylants. Alors, combien faut en utiliser? C'était la question qui était soulevée ici. Est-ce qu'on en met 2 dans le conditionnement avec l'adjonction de thiotépa? Alors, effectivement, il y a des études qui ont l'air de montrer que ça fait mieux en termes de prise de greffe sur le chimérisme qui arrive plus rapidement au full donor. Est-ce que ça se traduit vraiment en termes de survie? C'est moins clair. Ça se traduit quand même aussi en toxicité au quotidien pour ces malades-là. Donc, c'est toujours compliqué. Aujourd'hui, j'aurais tendance quand même à utiliser effectivement 2 agents alkylants, donc thiotépa plus soit busulfan, soit tréosulfan. Actuellement, c'est le choix qu'on a fait à Marseille. Je voudrais complexifier encore un petit peu quand on parle d'alkylant, parce que aujourd'hui, on a aussi la prophylaxie de la GVH qui est un challenge. Et l'endoxan post-greffe, cyclophosphamide, si on ne veut pas parler de marque, euh, a tendance à s'implanter aussi dans les greffes non mismatch. Et c'est vrai que nous, à Marseille, on utilise beaucoup de cyclophosphamide post-greffe aussi en situation de 10 sur 10. Et donc là, on peut se questionner sur la triple alkylation des patients fragiles qui ont de l'hépatopathie liée à leur maladie et qui ont des risques de MVO, par exemple, dans ces situations-là. Et je pense que là, c'est pour ça aussi qu'on est passé au tréosulfan, c'est parce qu'il y a quand même peut-être moins de toxicité qu'avec le busulfan sur le plan hépatique.
et que ce sont des patients qui supporteront peut-être un peu mieux la triple alkylation. Donc aujourd'hui, pour ce patient-là, on ferait du TTF, voilà, sur ces différents arguments. Merci beaucoup, Régnier. Et donc, effectivement, donc, ta proposition, c'est thiotépa, thiosulfan, fludarabine. Et je rejoins parfaitement euh, le point que tu as soulevé sur en fait l'accumulation des alkylons. Effectivement, à partir du moment où on a trois alkylons avec le fameux post-SAI plus Treo plus Thiotepa, par exemple, si on veut rajouter Thiotepa, on augmente sérieusement la toxicité. Par exemple, la VOD, ben, un des risques majeurs, c'est de faire trois alkylons, hein. Dans le registre de FIFRance, on a vu ça. Mais effectivement, c'est très intéressant et tu as raison, le post-ça est en train de se démocratiser. Par rapport à la toxicité, là aussi, vous avez soulevé tous ce problème-là, et c'est pour ça que peut-être le melphalan est moins populaire, parce que aussi bien le thiotépa, en fait, que le melphalan a une toxicité digestive non négligeable sur la muqueuse, ce qui favorise quand même les GVH aigus, ce qui fait, alors que c'est un bon médicament, un bon alkylon pour la prise, en fait. C'est plus intéressant que le busulfan, en fait, le melphalan, quand on a comparé Flumel et Flubu. Édouard, alors à Bordeaux, est-ce que le fait qu'il y ait une imprégnation de rouge ou impacte les conditionnements, vous incorporez quelque chose? Bonsoir à tous. Je ne pense pas que l'environnement viticole impacte nos choix. Je pense quand même que cette discussion sur la myofibrose, même si c'est la plus compliquée, c'est la plus intéressante parce que les choses ne sont pas arrêtées. On manque d'une prospective randomisée, ça, du coup, ça nourrit le débat. Comme ça a été très bien dit, dans le choix, il y a évidemment ce risque de MVO du fait de ces hépatopathies vasculaires qui sont très bien documentées et ce risque de non-prise. Donc, pour rajouter un élément à la complexité, c'est vrai qu'on va aussi prendre dans notre arbre décisionnel, à Bordeaux en tout cas, la présence ou pas d'une splénomégalie, parce qu'on sait que ça augmente le risque de non-prise. Et donc, on a une stratégie assez systématique en pré-greffe chez des patients qui ont une flèche splénique qui est au-delà de 23-25 cm, de faire, s'ils sont en plus exposés aux inhibiteurs de JAK et sans réponse sur la splénomégalie, on va faire assez régulièrement des splénectomies, avec maintenant une équipe entraînée qui a une faible morbidité. Et c'est vrai que quand on a un patient splénectomisé, on anticipe peut-être un moindre risque de non-prise. Et chez des patients fragiles, on va peut-être faire un seul alkylant, alors que ceux qui ont une rate en place, on va plus facilement s'autoriser la double alkylation pensant que le risque de non-prise n'est pas le même. Donc, dans notre stratégie, comme ça a été bien dit, on a abandonné le fluide amelphalan parce que l'étude Jacalo prospective a montré des résultats qui sont quand même pas bons du tout, il faut le dire, hein. Autant la cohorte, le bras géno-identique montrait des très bons résultats qui étaient proches, qui étaient meilleurs que les patients qui n'avaient pas de greffe, mais chez les patients qui avaient des greffes par donneurs non apparentés, conditionnement fluide amelphalan, les résultats étaient inférieurs à ceux qui n'avaient pas de greffe. Donc on a abandonné cette stratégie et notre choix se porte maintenant soit sur une stratégie thiotépa un jour, busulfan 2 jours, fludarabine, soit des fois, chez certains patients fragiles, fluda, busulfan 2 jours. Et nous n'avons pas encore l'expérience suffisante pour le tréosulfan, même si les données de BMT récentes montrent en rétrospective des résultats qui se comparent tout à fait favorablement à d'autres séries comme TBF ou fludabusulfan. Donc notre choix serait euh, TBF réduit, on va dire, assez facilement. Merci beaucoup, Édouard. Et pour ceux qui n'avaient pas suivi l'actualité des différents protocoles qui ont été menés en France, le protocole Jacalo, auquel fait référence Édouard, c'est un protocole de la Société française de greffe de moelle et de thérapie cellulaire dédié en fait aux estumelles fibreuses où le conditionnement de référence était fludarabine melphalan et effectivement les résultats étaient, on va dire, pas très convaincants dans le bras notamment donneur non familial. Et c'est pour ça que je pense qu'en France, fludarabine melphalan n'est pas vraiment la star. Alors, l'autre élément que tu soulèves, et effectivement, c'est l'histoire de la splénectomie, qui n'est pas, à ma connaissance, une pratique très courante. Donc là, je vois que vous avez une sorte d'approche systématique. Enfin, elle l'était avant, mais du fait de sa morbimortalité, elle avait été abandonnée. Ça me fait penser à une petite irradiation splénique. Il y a quelqu'un qui fait de l'irradiation splénique, histoire de ratatiner un peu la rate.
au lieu d'enlever, parce que ça a été décrit quand même. Patrice, tu hochais la tête. Attends, il faut qu'on remette ton son là. Voilà, c'est bon, vas-y. C'est bon? Ouais, Ouais. ça marche. Ouais, ouais, c'est quelque chose qu'on faisait il y a très longtemps en fait. Et on a plutôt tendance, comme Edouard, mais alors pas systématique, à faire des splénectomies aux grosses rats. Ça, ouais. Parce que c'est vrai que c'est quand même un gros problème pour la prise, hein. On a beaucoup de soucis avec les patients qui sont greffés avec une rate ombilicale. C'est compliqué. Mais on fait plus non, on fait plus de radiothérapie. Mais c'est quelque chose qui marche, hein. Pas longtemps, mais ça marche, ouais. Mm. Il faut avoir un service de radiothérapie à proximité. Qui Mm. accepte effectivement de faire, parce qu'on sait qu'il y a une grande pression sur les services de radiothérapie. D'ailleurs, c'est une des difficultés pourquoi petit à petit on abandonne les TBI, alors que ça peut être intéressant, parce que justement, Mais surtout euh, il y a pas d'accès à la plateforme. À Toulouse, qu'en est-il de... Alors, nous, à Toulouse, alors moi, je trouve qu'effectivement, c'est un des cas les plus difficiles, probablement le plus intéressant, hein, les syndromes méloprolifératifs et la mélofibrose, en particulier secondaire. C'est des cas maintenant à toutes nos RCP. On a de plus en plus de ce genre d'indications. On utilise, nous, de temps en temps, la radiothérapie pour les très grosses rates. Là, par exemple, il y a depuis un mois, on discute d'un patient jeune, hein, qui a 50 ans, même peut-être un peu moins, et qui a une énorme rate de 27 centimètres, et il est extrêmement thrombopénique. Donc, il faut soit un warrior de la chirurgie, parce qu'il a une rate qui a envahi tout, qui passe même sur l'hypocondre droit, et on hésitait entre la radiothérapie pré-greffe et la splénectomie. Bon, on a trouvé un chirurgien qui n'était pas non plus celui qui allait y aller comme ça, sans réfléchir. Et il va être splénectomisé le 17 octobre. Mais sinon, on aurait fait de la radiothérapie, hein. C'est vraiment, je pense qu'on est un peu, enfin, comme Édouard, Bordeaux et Toulouse, on fait souvent, ouais, peut-être qu'on échange, parce qu'on échange assez souvent aussi, un peu les mêmes. On a un peu les mêmes pratiques. Donc là, il part sur une splénectomie. On a évidemment peur de la thrombose post-splénectomie. On envisage la greffe ensuite en suivant. Dans les 3 semaines suivantes, il a au moins 10 jours de récupération en réanimation. Et on souhaiterait lui faire, parce qu'il a des épreuves fonctionnelles respiratoires cata, un petit peu de réhabilitation avant cette greffe. Et donc, dans le conditionnement, c'est vrai que c'était un peu complexe. Et en fin de compte, bah, comme le disait Édouard, le problème de la myélofibrose, c'est quand même à la fois et le rejet, mais aussi les risques de GVH et aussi les risques de toxicité immédiate, parce que ce sont des maladies très inflammatoires. Donc, on, on reste un petit peu standard. On ne fait plus de Fludam sauf si on avait été aussi, nous, dans le protocole Jacques-Allot. Et à l'issue de ce protocole, c'est pas un conditionnement qu'on a retenu, mais on est plutôt T1, B2, F, enfin un conditionnement d'intensité réduite. On n'a pas encore testé le TTF dont on parle Régnier, hein, qui est sûrement très intéressant chez des patients peut-être plus âgés avec des comorbidités pour permettre une prise. Après, avec discussion avec Stéphanie, qui m'a parlé à différentes reprises de problèmes de rejet avec enfin, elle a eu 2 patients qui avaient rejeté, donc ça nous avait un petit peu, mais je trouve que ça refroidi. Je pense que ça serait intéressant de faire un protocole prospectif, peut-être randomisé sur le conditionnement. Je voudrais ajouter quelque chose. Par exemple, à Toulouse, nous, on est assez familier, tu le sais d'ailleurs, Mohamed, des protocoles séquentiels. Donc, si dans le bilan pré-greffe d'un patient avec une myélofibrose, on a soit une masse tumorale, soit des blastes un petit peu plus en quantité relativement importante, on pourrait proposer à ces patients assez facilement un séquentiel s'il n'a pas de comorbidité importante, parce qu'on a un bon recul par rapport à ce type de prise en charge. Alors sur ensuite la prophylaxie de la GVH, l'endoxan post dans un mode 10 sur 10, j'avoue que, et dans le cadre d'une myélofibrose avec une splénomégalie, j'avoue que j'irai à reculons, mais peut-être que si vous nous montrez que
Ce sont des choses que l'on peut envisager pour ces patients qui ont tendance à faire des GVH aigus ou chroniques de façon avec une incidence assez forte. Oui, on testerait, mais je pense qu'ils sont souvent cardiopathes avec leur syndrome myéloprolifératif. Ils sont souvent avec des comorbidités, c'est des personnes âgées, donc j'aurais tendance à être un petit peu prudente sur l'endoxan post. Mais effectivement, T1B2, peut-être TTF seraient nos conditionnements actuels. Voilà. Bah, très bien, merci Anne, c'est très clair. Alors, on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail, parce que bon, tout à l'heure, Florent a mentionné que bon, si on doit rajouter de thiotépa, il ne dépasse pas 5 mg kilo de ce total. Édouard, pour le busulfan, a dit que bon, lui, il serait pour le busulfan, tu as dit 2 jours, donc je présume 3,2 mg kilo par jour pendant 2 jours, donc ça fait 6,4 mg kilo, donc la dose réduite, éventuellement une troisième dose en fonction de la fitness. Pour le tréosulfan et Sérénier, qui est notre champion, c'est quoi les posologies? Et quand tu dis tu vas faire avec le post-SAI, fais-nous ta prescription, Régnier, précise. Non, on reste Tu sur les fais doses réduites, hein, comme dans l'essai qui a permis d'enregistrement, ouais, l'enregistrement, voilà. Donc, c'est-à-dire 10 grammes, hein, 10 grammes mètre carré pendant 3 jours, d'accord. association à la fludarabine, et un seul jour de thiotépa aussi, tout à fait. Et pour le post-SAI, quand tu l'utilises, c'est quelle dose? Alors, pour l'instant, on n'a pas un schéma spécifique de décroissance de dose pour les patients myélofibrose, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils ont une myélofibrose que d'emblée ils ont une dose réduite. Alors c'est une question qui pourrait tout à fait se poser, notamment avec cette histoire de triple alkylation sur des malades fragiles. Mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on a déjà acté. Donc on reste sur une dose standard, sauf si cardiopathie qui, euh, qui nous ferait diminuer la dose. Euh, ou des patients plus âgés, plus de D'accord. 65 ans, 70 ans. Donc, tu fais 100 mg par kilo. Mm, tout à fait. Et aujourd'hui, avec un régime dans votre expérience, puisque a priori c'est toi qui en as fait le plus, quel est le taux de prise ou de rejet enfin, dans ces situations-là? J'imagine que le taux de prise doit être quasiment 100%, non? On n'a pas eu de rejet avec du TTF. Alors, je vous avoue aussi qu'on n'en a pas fait encore beaucoup, hein, de patients myélofibrose TTF, HLA identique, enfin des modes, puisque c'est vrai qu'on a tendance aussi pour ces malades-là à choisir en priorité des donneurs haploïdentiques qui nous D'accord. permettent d'avoir assez facilement et rapidement des possibilités de DLI en cas de problématique sur la prise et le chimérisme. Et donc, en fait, c'est vrai qu'on a commencé ces conditionnements TTF avec endoxan post-greffe, d'abord dans les aplos, en se collant en fait au protocole de la SFGMTC, le protocole prospectif FibreAplo, qui justement posait cette question. Et donc, c'est vrai que d'avoir ce protocole comme un guidelines, pour nous, c'était intéressant pour pouvoir justement après nous comparer à ce qui est fait et rester dans quelque chose de relativement bien établi tout en étant innovant. Et donc, une fois qu'on a eu en main ce conditionnement dans les aplos, on l'a déployé dans les phéno-identiques au même titre que les TBF ont été initialement faits dans les greffes mismatchées et puis se sont implantés ensuite dans les modes de manière générale. Donc, voilà, c'est un petit peu ça notre Bah, stratégie. écoute, non, ça fait une bonne transition par rapport aux aplos. Effectivement, l'activité, le choix des donneurs aplos ne cesse d'augmenter. Et même tout à l'heure, avant de commencer ce webinaire, je discutais avec un collègue qui me demandait un avis en disant il a un donneur familial, mais qui a 75 ans et puis fit. Et il a un donneur haplo, le fils du malade. Il me dit quoi? Je lui dis, moi, ça me dérange pas d'aller vers le haplo, même. euh, Parce qu'à 75 ans, faire subir au donneur, bon, quoique il n'y a pas énormément de risques, mais je crois que le débat se pose de plus en plus. Alors justement, si on devrait, le même scénario, passer à l'aplo, est-ce que votre approche, à vous tous, elle change? Florent, dans une situation de aplo, est-ce que tu restes sur ton TBF? Parce qu'il y a l'option séquentielle qui n'est pas inintéressante. En fait, l'intérêt du séquentiel, c'est qu'on met un peu
beaucoup d'alkylants et beaucoup de drogue. Du coup, ça favorise la prise et puis ça réduit un peu la masse tumorale, on va dire. Moi, sur le myofibrose, je dirais pas forcément escalader au séquentiel. En effet, on rajoute des alkylants, mais ça veut dire encore une fois rajouter de la toxicité. D'autant plus qu'avec l'APLO, on aura l'endoxan post-greffe, donc qui ne sera pas prenant partie du conditionnement, mais ça rajoute quand même un autre agent avec le cyclophosphamide post-greffe. Donc, j'aurais tendance à rester sur le TBF avec de l'endoxan post-greffe pour prévention de la GVH. Patrice? Moi, ça me fait un petit peu peur d'accumuler tout ça. TPF, endoxan post-greffe, il faut quand même être costaud, je pense, pour supporter. Moi, j'aurais plutôt, si avec l'aplo et l'endoxan post-greffe, j'aurais plutôt tendance à réduire le conditionnement et faire peut-être Flubus seulement, et puis l'endoxan après. Mais parce que enfin, ça me semble quand même lourd, hein. Je ne sais pas si Alors, vous avez beaucoup l'expérience du TBF plus endoxan post-greffe alors le souci, Patrice, c'est chez les que patients âgés. le souci, Patrice, avec Flubu seul dans une aplo, le risque de non-prise, même si tu fais du post-SAI, il est important. Et déjà en temps Ah normal. non. Alors, Hmm. Mais c'est vrai que nous, on fait aussi avec l'endoxan post-greffe du SAL. Donc, il y a aussi ce renforcement de, le- de enfin, on renforce la, GV la prophylaxie. Et donc, bon. à Bordeaux, pour un aplo, Édouard, tu proposerais quoi? Pour les applos, on s'est cantonné presque exclusivement à l'expérience du protocole prospectif de la SFGMTC. Donc, on a fait du fludatréosulfan. Effectivement, j'ai les mêmes craintes que mes collègues de rajouter l'alkylation de la prophylaxie post-greffe par cyclophosphamide à une double alkylation pré-greffe. Et donc, dans ce contexte-là, je pense que c'est bien d'avoir une certaine homogénéité. Je resterai probablement sur ce schéma Fluida très haut, mais je serais ravi de bénéficier des enseignements de mes collègues sur Et d'autres protocoles. Mais quelles sont les posologies dans ce protocole Fudatréo? Pardonne mon ignorance. Ce standard, c'est 10 C'est le grammes au mètre standard, ok. carré de très haut. 3 jours. Donc, il y a pas de. Aujourd'hui, personne n'utilise le très haut dose, entre guillemets, myélo-ablatif historique. Non, je pense qu'il y a que les pédiatres. Ok. C'est 12? 14. 14. Ouais. Non, moi, je Euh, j'utilise. vas-y, Anne, pardon. Donc moi, oui, on a fait partie aussi du protocole prospectif de la SFGMTC de FibraPlo. Bon, c'est vrai que l'intérêt d'avoir un protocole prospectif, c'est que bon, qui a été discuté par les uns et les autres, c'est de se servir de ces guidelines-là, parce que c'était pas pour moi, qui suis peut-être moins innovante spontanément, si c'était pas évident de proposer une greffe à plot à une myélofibrose évoluée chez nos patients souvent âgés. Donc, j'étais très contente que ce protocole soit mis en place, qui m'a permis effectivement d'utiliser ce TTF, thiotépa-tréosulfan fludarabine, et de le proposer à deux patients. Et ça s'est bien passé, en fait, avec une bonne prise. Donc, si aujourd'hui, hors protocole, je vais proposer une greffe à plot, pour une myélofibrose, j'utiliserai ce protocole, tout en sachant que ce soit pour les 9 dixièmes ou les aplos, malgré tout, il faut vraiment que l'indication, que la personne soit, enfin, qu'il y ait une vraie indication, parce que je trouve qu'on prend beaucoup de risques quand même chez ces patients d'échec de la greffe, que ce soit en rejet ou en GVH. Donc, enfin, d'échec réel et de décès, de morbidité ou de mortalité liée à la greffe. Donc, euh, voilà. Que ce soit pour de l'aplo ou du 9 dixième, je pèserai vraiment les risques et les avantages de faire une allogreffe chez eux. Alors, ça me fait penser, juste une petite parenthèse, en présence d'un donneur à plot, est-ce que quelqu'un dans ce groupe, ce panel, choisirait un 9 dixième?
Moi, ça va dépendre des À la anticorps, place de des l'aplomb. anticorps anti-HLA du Non, patient. non, en présence d'un donneur haplo parfaitement, je dirais, validé. Il n'y a pas de problème de DSA. Et puis, il y a la possibilité d'avoir un 9 dixième. Est-ce que quelqu'un est tenté encore par les 9 dixièmes? Ah non, avec les Moi, résultats, non. non, moi non plus. Avec le résultat de Jacalo, où vraiment tout de suite, les 9 dixièmes on a vite arrêté parce que c'était hyper toxique. Non, je choisirais l'APLO, oui. Bon, moi, je connais la réponse pour Saint-Antoine, on n'est pas très fan des 9 dixièmes, mais Bordeaux. Euh, non, on a été assez refroidi par Jacques Allot. Alors après, c'est toujours pareil, on refait les débats à l'aune des connaissances des prophylaxies de la GVH en disant est-ce qu'un 9 dixième est l'endox en poste? Alors je vais répondre de façon incorrecte, c'est-à-dire si je me base sur l'étude, la très belle étude du groupe immunologique de l'EBMT, là, je ne sais pas prononcer, je crois que c'est CMWIT, enfin bref, qui a regardé la place des mismatchs et si à l'ère de l'endox en poste, ça gommait l'impact des mismatchs. On voit qu'endox en poste ne gomme, enfin, il y a toujours un écart entre pas de mismatch et mismatch, et donc finalement, le ressenti n'est pas démontré dans cette étude rétrospective. Après, les études prospectives doivent être la règle et on a des données un petit peu contradictoires. Bref, on n'y va que si on a un patient jeune qui a une myofibrose à haut risque et qui n'a pas de donneur alternatif, où on va peut-être discuter 9-10, mais c'est pas standard. Bon, j'ose pas dire poser la question à Marseille, je connais la réponse. Ça favorise les aplos. C'est ça, Régnier? Alors, oui. Là, j'ai perdu la connexion. Voilà, vous m'entendez? On Voilà. Oui, oui, t'entend. oui, vas-y, vas-y. Euh, donc oui, évidemment, en première intention, on choisira de l'aplomb sur un 9-10. Euh, mais il se trouve que dans la réalité, chez ces patients âgés, c'est pas toujours si simple que ça d'avoir des aplos dans le bon timing, hein, s'ils ont des comorbidités éventuelles à explorer, etc. Et pour moi, l'important, c'est quand même qu'on puisse avoir un donneur suffisamment compatible pour faire une greffe au bon moment. Et donc, je ne serais pas forcément contre lâcher un aplo qu'on a du mal à recruter pour avoir un phéno jeune qui mobilise bien. On va avoir un bon greffon parce qu'effectivement, dans notre expérience, le cyclophosphamide post-greffe, sans la réanalyser, effectivement, ça n'a pas le poids d'études prospectives multicentriques, mais dans nos mains, on a de très bons résultats maintenant avec les greffes phéno-identiques mismatchées. Donc, on fait ça pour les patients qui n'ont pas de donneur haploïdentique. Et du coup, j'aurais pas trop de soucis à changer. On va dire, pour le dire autrement, je ne ferai pas une gradation du type de donneur par rapport à la gravité de la maladie. C'est-à-dire que s'il a une indication de greffe pour une aplo, s'il n'a pas d'aplo, je lui ferai un 9-10. Je ne dirais pas, bon, il n'a pas d'aplo, je ne lui fais pas de 9-10 parce que je pense que le résultat va être moins bon. Je pense que en termes de prédiction des événements à l'échelle personnelle, individuelle du patient, c'est très difficile d'avoir ce genre de raisonnement parce que la mortalité et la toxicité directe, elle va être tellement multifactorielle que je ne suis pas sûr que ce soit le passage de l'APLO au 9-10 dans cette situation qui va vraiment changer la donne. Mais tout ce qui va se passer dans les suites, et en particulier les combinaisons de traitement et les complications qu'il va pouvoir avoir précocement. Très bien, merci. Alors, je crois qu'on a répondu déjà à une des questions de l'auditoire, à savoir le type de donneur, puisqu'on a débattu. Est-ce que l'âge du donneur, euh, effectivement, elle est surprenante, est-ce que l'âge du donneur impacte le choix du conditionnement? Pas à ma connaissance, mais peut-être que j'ai loupé quelque chose. Laurent? Non, l'âge du donneur ne va pas impacter le choix du conditionnement. Par contre, ça va peut-être impacter le choix du donneur parce que maintenant, on a quand même des données qui commencent à nous dire, voilà, qu'entre un donneur aplo jeune âgé, on va privilégier plutôt le donneur jeune. Et que si on a un donneur aplo âgé qui est disponible, on irait peut-être plutôt sur le fichier. Et après, ça va rejoindre la question précédente, mais là, on n'a absolument aucune étude sur un 9 dixième jeune versus un aplo de 60 ans. Euh, Jusqu'à présent, on disait on va faire l'aplo en premier, mais est-ce qu'il faudrait mieux pas prendre le 9 dixième maintenant qu'on peut faire de l'endoxan post-greffe, le 9 dixième qui est jeune? Donc ça, c'est vraiment des questions auxquelles il va falloir répondre dans les prochaines années. Alors, c'est vrai que les collègues américains avaient publié dans le JCO il y a peut-être 2 ans déjà que
avec le post-SAI, on arrive à niveler, entre guillemets, le risque de GVH. C'est pas reproduit par tout le monde, mais en tout cas, on diminue sérieusement le risque de GVH avec le post-SAI et le 9 dixième, et c'est encore mieux quand on combine l'ATG et le post-SAI. Et puis, en début d'émission, on a parlé du risque de GVH, mais c'est vrai que on commence à avoir quand même quelques outils. C'est quand même assez remarquable que pendant 40 ans, il n'y a rien eu, par exemple, dans la GVH chronique, et puis très rapidement, au cours des 5 dernières années, on a eu l'ibrutinib, même si en France et en Europe, il n'est pas largement utilisé, le ruxolitinib, bien sûr, hein, que tous les myélofibroses reçoivent en général dans leur histoire naturelle, le belumosudil récemment et peut-être l'axatilimab prochainement. Donc, c'est quand même incroyable l'accélération. 40 ans, 50 ans de stagnation et puis paf, 3 ou 4 médicaments qui arrivent d'un coup. Mais on réservera ça pour une autre émission. D'ailleurs, je vous rappelle, les amis, pour ceux qui nous suivent, qu'on a lancé la Transplant Academy, où il va y avoir une série de au moins 7 webinars, une sorte de cours complet de A à Z avec les points CMI si vous le souhaitez, mais c'est une autre histoire. Je fais un peu de pub quand même. Alors, on a une question de l'auditoire, toujours pour mon malade myélofibrose, parce qu'au début, vous m'avez dit que j'ai commencé avec le plus dur, mais finalement, ça vous passionne, puisque vous avez plein de choses à raconter. Comment vous monitorez la question? Comment on monitore ce malade? Là, peu importe le conditionnement que vous avez choisi, TBF, TTF. Comment on monitore ce malade? Voilà, à J17, les neutres sortent. Y a-t-il un truc particulier pour ces malades, Patrice? Alors là, ça fait quand même quelques années que j'ai quitté Nantes, je ne connais plus la dynamique nantaise. En termes de surveillance, je dirais que c'est tout à fait standard. Enfin, je ne vois pas je Non, voudrais, la question, parce qu'il y a toujours un problème de rejet secondaire, il y a toujours un souci de chimérisme mixte chez ces malades, oui, il y a un souci quand même de cytopénie qui est quand même plus important que chez les autres. oui, alors on va peut-être les voir plus souvent à l'hôpital de jour, vérifier le chimérisme un peu plus fréquemment que ce qu'on fait. C'est-à-dire que nous on vérifie le chimérisme une fois par mois. Peut-être que dans la myélofibrose, il faut peut-être faire plus. Après, il y a toujours l'histoire du rendu du résultat. Ça prend un petit moment avant d'avoir le résultat. Donc, est-ce qu'il faut multiplier les examens dont on ne va pas avoir les résultats tout de suite? Et puis, Florent le disait tout à l'heure, cette histoire de prise, il faut peut-être voir. Enfin, il y a cette histoire de la prophylaxie avec le ruxolitinib. Jusqu'à quand il faut donner le ruxolitinib à ces patients greffés pour myélofibrose. Est-ce qu'il faut l'arrêter au conditionnement, l'arrêter avant le conditionnement, le poursuivre jusqu'au conditionnement, jusqu'à la fin du conditionnement, ou jusqu'à J30, ou après, ou jusqu'à J100? Il y a des études qui montrent, on a parlé de ça très longtemps avec Florent, que ça diminue et ça la prise de Alors, greffe dans le bon sens. Voilà. Donc, alors, il y a ce monitor, en parlant de monitoring, il y a peut-être ce monitoring de la GVH et du ruxolitinib à prendre en compte. alors, Donc justement, c'est vrai que c'est assez spécifique à myélofibrose. je vous prie de nous excuser, on a quelques soucis avec On la t'écoute. connexion avec la connexion de Patrice, mais on va y arriver. Alors justement, cette question de ruxolitinib, parce que bon, c'est quand même un médicament à la fois, on va dire, anti-GVH, ce qui est très bien pour l'allogreffe, et un médicament qui est quand même, qui a son AMM dans les syndromes myéloprolifératifs et les malades ayant une ostéomyélofibrose. Quelle est la pratique, la question de reprise éventuellement? Est-ce qu'on reprend systématiquement euh, le, le ruxolitinib, par exemple, je ne sais pas, Edouard? Euh, Peut-être déjà dire que finalement, sur la totalité des patients qui vont être allogreffés pour myélofibros, tous ne vont pas être sous ruxo avant. Il y a quand même
au moins un tiers des patients ou la moitié qui ont des formes mixtes myélodysplasiques, myélofibrotiques, qui sont très cytopéniques et on n'arrive pas à mettre d'anti-JAK en pré-greffe. Et donc, chez ces patients-là, on n'a pas cette attitude de ruxolitinib périgreffe. Mais sinon, pour ceux qui sont sous ruxo, on a l'attitude de faire effectivement une stratégie périgreffe avec une diminution un petit peu avant le conditionnement, une baisse à 5 mg x 2 jusqu'à la sortie d'aplasie, puis 5 mg par jour jusqu'à J28 avant d'arrêter. Mais chez les patients chez qui on a arrêté le ruxo, on ne fait pas de reprise du ruxo en prévention de la GVH. Et dans l'impression un peu macro qu'on a de nos patients myofibreux qu'on greffe à Bordeaux, j'ai envie de dire, on voit vite comment va se passer le post-greffe, hein. Dans les 45 premiers jours, il y a les myofibroses chez qui ça se passe bien, et puis il y a celles qui vont d'emblée mal, qui ont la GVH ou la toxicité digestive plus ou moins hépatique. Donc, tout se passe assez vite et on fait une stratégie de monitoring de la prise hématopoïétique par un chimérisme mensuel. Et s'ils ont un outil de biologie moléculaire, que ce soit la charge allélique JAK2 ou ceux qui peuvent être suivis en MPL ou en CALR, on essaie de faire un suivi parallèle du chimérisme et de la charge allélique de leur mutation cible. Merci beaucoup, Édouard. Anne, Excuse-moi, oui, j'en profite pour rebondir sur ce que vient de dire Edouard, parce que je trouve ça très intéressant. En fait, mais ce monitoring, tu en fais quoi, en fait? Si tu vois que le chimérisme n'augmente pas, parce que souvent, ils ont des chimérismes un petit peu pourris à J15. Alors, on ne fait jamais de chimérisme avant J30 parce qu'on trouve Oui. que finalement, il va plus générer de l'angoisse qu'autre chose. Et si ce chimérisme, ben, il est partiel, ben, on fait comme vous tous, c'est-à-dire ça dépend s'il y a eu de la GVH, s'il y a un risque important de GVH, on a une tendance à une décroissance précoce de la cyclosporine, mais je vous apprends rien. Donc, et il y a quand même la DLI à un moment ou un autre hmm, pour réverser le chimérisme, non? tout à fait, oui. Alors, on a une question, mais je ne sais pas si c'est la plus importante pour ce soir, mais bon, voilà, je la partage puisque c'est un auditeur fidèle qui nous suit. Est-ce que les autres médicaments de la myélofibrose, tels que le momélotinib, le fédratinib, le pacritinib, alors je suis peut-être pas très à jour sur leur situation de disponibilité large chez tout le monde, puisqu'il y a des AMM, mais pas forcément des remboursements, ainsi de suite. Mais est-ce que dans le contexte de la greffe, on utilise ces autres médicaments autres que le Ruxo? Moi, si je peux, d'une manière générale, comme l'a dit Edouard, nous, on diminue l'inhibiteur de JAK. Bon, le plus souvent, effectivement, aujourd'hui, c'est le ruxolitinib. On a très peu de patients enfin, qui arrivent avec sous Momelo ou sous Pacri ou Fedra, enfin actuellement en tout cas. Mais ça va sûrement arriver puisque ces médicaments sont de plus en plus utilisés. Mais donc, c'est surtout le ruxo. On va le diminuer progressivement. Il y a quelques années, on le diminuait avant l'allogreffe. Maintenant, effectivement, on entoure la greffe et on diminue après la greffe doucement et on ne le reprend pas de façon systématique. Pour moi, c'est pas un raisonnement du tout d'inhibiteur de tyrosine kinase post-allo avec une maladie résiduelle pré-greffe. Je ne raisonne pas comme ça et enfin, puis je n'ai pas vu non plus dans la littérature de reprise d'inhibiteurs de JAK en post-allo d'une allogreffe enfin, pour un syndrome myéloprolifératif. Donc non, j'aurais pas tendance à proposer systématiquement, ce d'autant que je trouve que ce sont des patients qui assez facilement ont euh, tendance à avoir des GVH un petit peu plus graves que les autres et que je trouve que c'est pas toujours facile d'utiliser les inhibiteurs de JAK comme ça en traitement direct de la GVH. Donc non, je Je pense n'utiliserai pas. qu'il nous faut un webinar dédié aux inhibiteurs JAK et à tous ces nouveaux médicaments. On va programmer ça. Alors, on a une question très intéressante qui est celle à supposer que vous n'avez pas de prise de greffe ou de rejet secondaire. Et on va prendre, je sais pas, on a fait T1BF. Et un malade qui est fit et vous avez un autre donneur possible et que vous voulez le regreffer. Toujours mon malade ostéomyélofibrose. Bon, d'abord, est-ce que le scénario d'une deuxième allogreffe est quelque chose qui est envisageable? Et bah, si c'est pas envisageable, bah, vous nous direz pourquoi. Et si c'est envisageable, si le malade a eu un T1 B2F, qu'est-ce qu'il peut avoir comme alternative de conditionnement? Régnier, est-ce que ce cas de figure s'est présenté?
c'est effectivement quelque chose de relativement rare. Euh, Heureusement. je n'aurais pas d'avis dogmatique sur le fait qu'il ne faille pas faire de deuxième greffe dans le cas d'une myofibrose. Je ne vois pas pourquoi on ne se poserait pas la question. Évidemment, les difficultés qu'on a, déjà, l'indication de la première greffe, bah, elles sont encore plus présentes à la deuxième. Donc, cette problématique de toxicité, elle est clairement accrue. Et la problématique de la prise, si c'est la cause de l'échec de la première greffe, c'est encore plus un problème. Euh, donc, je pense que là, on est vraiment dans des cas très sporadiques et qu'il faut rester très humble sur ça. Donc, j'aurais pas beaucoup de conseils à donner. Simplement de dire que notre stratégie à Marseille, si vraiment on était sur un patient fit pour qui on pense qu'on peut passer une deuxième allogreffe, je privilégierais vraiment le minimum de toxicité. Euh, après avoir déjà reçu 3 alkylants, je ferai un non myéloablatif, euh, comme mon schéma Baltimore, en dosant. D'accord, donc là, tu suggérerais un TBI degré, mais en tout cas, tu veux changer le conditionnement. Oui, parce que je pense que refaire une triple alkylation chez ces patients-là, en plus, en général, enfin, s'ils prennent pas, c'est des patients qu'on va greffer quand même relativement rapidement après la première greffe, c'est pas plusieurs années, et donc même si c'est quelques mois, je pense qu'on est encore trop près du traitement initial pour reprendre des traitements, même si c'est du RIC, finalement, quand on regarde en cumulé, si on compte l'endoxan dedans, on est sur des TCI qui vont être plus élevés quand même que un FB2 SAL. Donc, clairement, ce sera du non myéloablatif de notre côté. Patrice, un avis là-dessus? En fait, il faut peut-être considérer le fait qu'il y ait une reconstitution autologue ou pas après l'échec de prise. J'aurais tendance à dire que s'il y a une reconstitution autologue correcte, on va peut-être donner du temps avant d'aller à une deuxième allogreffe. Si le patient est en aplasie profonde sans prise, bah, il faut faire quelque chose. Donc, effectivement, deuxième greffe pour nous. Et on irait à la greffe rapide, donc l'aplo, avec Fluda très haut sulfant, par exemple, et endoxan post-greffe, avec un donneur aplo pour aller le plus vite possible. Dans le cas où le patient est en aplasie profonde et je vois pas de solution pour le faire sortir d'aplasie. Reconstitution autologue correcte, c'est-à-dire pas de transfusion, on va peut-être attendre un petit peu. Hein. Voilà. Non, non, mais ça me paraît cohérent, hein. Moi, j'ai réagi pareil, mais Florent, Non, bah, je il- suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Le patient qui reste en aplasie, il faut faire quelque chose de sauvetage. Peut-être qu'on pourra aussi discuter Fluda TBI 2 Gray ou TBI 4 Gray, voilà. Et avec une aplo pour avoir un donneur immédiatement disponible avec un schéma de type Baltimore. Parce que vraiment, la problématique, là, sera vraiment la prise. Et pour le coup, on peut dire que la TBI peut être intéressante pour améliorer la prise et aider le patient à sortir de l'aplasie. alors, Avec, on a une autre question que je trouve intéressante par rapport au monitoring, la surveillance, c'est que il avait été décrit historiquement qu'on pouvait faire des BOM, la biopsie ostéomédulaire, la répéter pour monitorer le degré de fibrose et il y aurait une régression de la fibrose, témoin de l'efficacité de la greffe. Anne, c'est quelque chose que vous faites de routine, des BOM à répétition? Post-allogreffe? Non, en post-allogreffe, non, je fais pas de. Je mesure la rate. Si c'est mon monitoring, enfin quand j'ai pas fait de splénectomie, ce sera effectivement la régression très lente de la splénomégalie que j'observe, le chimérisme. Mais après, j'ai pas d'attitude, et encore moins dans la biopsie ostomédulaire chez ces patients. Bon, ils restent quand même, même s'ils ne sont plus, même s'ils sont guéris, on observe assez souvent, enfin, en tout cas chez une petite thrombopénie modérée chez ces patients, chez nous. Mais non, je ne fais pas de biopsie ostéomédulaire. Après, pour Édouard? revenir sur s'il y Oui, avait un pardon, rejet, vas-y. effectivement, moi j'utiliserais avec un rejet avec l'absence de reconstitution autologue, j'utiliserais, c'est sûr, une TBI 2 Gray ou 4 Gray, comme proposent Florent et Régnier, c'est certain, soit avec un Baltimore s'il y a de la plause, soit avec un conditionnement type aplasie, phéno, Fluda, endoxan, TBI. Voilà.
Très bien. Un avis là-dessus, Edouard, sur des BOM à Bordeaux? On ne fait pas de BOM en systématique, on est sur les techniques modernes. Et dans ma connaissance de la littérature, je crois que la rentabilité de la négative, enfin la normalisation de la BOM, surtout pas avant 1 an. Donc ça voudrait dire que ça vaut le coup en tout cas de préserver le patient de ce geste invasif pendant la première année pour pas trop le faire souffrir. Bon, bah écoutez, mes amis, vous avez quand même super bien travaillé, hein. Il y avait beaucoup de choses à raconter, parce que ça fait 1 heure qu'on discute. Toutes les bonnes choses ont une fin, donc il va falloir un peu conclure cette discussion qui a été extrêmement riche et passionnante. Alors c'est vrai que bon, on n'a pas résolu tous les problèmes, mais en discuter, c'est déjà un bon début. Et puis échanger, partager, je crois que c'est ça quand même la richesse de notre discipline. Et puis comme on est un petit cercle de greffeurs, on n'est pas aussi nombreux que les cardiologues et les dermatologues et tous les autres collègues ophtalmologues, que néanmoins, du coup, ça nous facilite un peu les échanges. Mais quand même, ce sujet de conditionnement n'est jamais has-been, quoi, entre guillemets, puisqu'il y a toujours des discussions, des nouveautés. On a cité des protocoles en cours, des protocoles nouveaux. Donc, il y a une dynamique remarquable. Et puis, on pensait que avec le cyclophosphamide, le busulfan, euh, le melphalan, les choses sont gravées dans le marbre et puis il n'y aura rien d'autre. Mais en réalité, on voit l'arrivée d'autres médicaments, hein. Le tréosulfan a eu une AMM sur une étude de phase 3. La semaine dernière, hein, dans le JCO, il y a un papier sur un conditionnement à base d'un produit, d'un radio. Mm. Produit radioactif. J'ai oublié le IO, il s'appelle IO, Imab. C'est IOMAB, Yomab voilà, qui fait ça. exactement. Merci. Donc, c'est quand même passionnant. Je crois qu'on pourrait faire d'autres, parce que j'aurais d'autres sujets à aborder, hein. Je pourrais vous donner des exemples. Voilà, la LAM réfractaire primaire, comment on la conditionne, et il y a un grand débat. Même, on s'est focalisé beaucoup sur les alkylants, mais Patrice mène une étude actuellement randomisée entre fludarabine et clofarabine. Et je pense que c'est un sujet quand même passionnant. Et puis, bon, si vous participez, il faut inclure dans l'étude Clofa versus Fluda. Vous voyez, je fais un peu de pub, hein, quand même pour les amis. Donc voilà, merci à tous, merci à l'auditoire, merci pour vos questions. Alors peut-être on n'a pas toujours répondu comme vous le souhaitez, et puis peut-être que j'ai occulté certaines questions parce qu'elles ne s'intégraient pas parfaitement dans la séquence du débat, elles sont arrivées un peu après. Mais en tout cas, tout le monde est à disposition par email, et puis j'espère vous retrouver très prochainement. On a en novembre, Anne nous accueille dignement avec tous les honneurs, tapis rouge, au congrès de la SFGMTC à Toulouse. Mais je suis sûr qu'on aura une ou deux autres réunions avant le 19 novembre pour pouvoir échanger et partager. Merci à tous, bonne soirée et à Merci très Merci. beaucoup, bientôt. merci à tous. Oui, Merci au revoir. Mohamed. Bonne soirée. Merci, Merci Mohamed. Mohamed.